On y va? Bien, écoutez, bonjour. Je vous propose que on commence maintenant notre intervention. Donc, Catherine Maillet, je suis la directrice de la formation continue des masters spécialisés de l'ESTP. Et Sébastien Herva, je suis le directeur développement construction bois de Link City, le promoteur intégré de Bouygues Construction. Alors, nous avons voulu axer notre intervention sur les nouvelles compétences pour répondre à la construction bas carbone. Et nous avons voulu également avoir un témoignage d'une entreprise parce que le STP répond bien évidemment aux besoins des entreprises. Donc, Sébastien, je vous laisse Merci la Catherine. présentation. Alors, ça fonctionne, c'est merveilleux. Et immédiatement. Alors, je me permets, Catherine, de dire que comme vous n'êtes pas pour le moment nombreux, interrompez-nous. Vous pouvez poser des questions au fil de l'eau, on est entre nous. En plus, on parle directement dans vos oreilles. Là, donc. Alors, moi, je vais vous parler de notre stratégie RSE Link City, comment on l'a conduit chez nous. Puis, je vous ferai un focus sur la construction bois, qui est un des leviers bas carbone sur lequel nous, on agit fortement chez Link City. J'essaierai de réfléchir avec vous à comment le bas carbone recompose les métiers, un peu dans comment ça soulève des enjeux, et en soulevant des enjeux, comment ça recompose les interventions des uns et des autres. Je finirai par un petit aperçu de quelques opérations pour montrer comment ça s'illustre. Voilà, juste pour vous présenter le menu de la présentation, si je puis dire. Donc, le premier pilier chez Link City RSE, c'est d'abord de réduire la part de construction neuve. Ça semble évident, mais c'est encore mieux une fois qu'on le dit. Donc nous, on a ce premier pilier, on se donne toujours un objectif qui est un horizon temporel à 2030. On se donne un cap. Ce cap, il est exprimé en pourcentage par rapport aux opérations. Donc aujourd'hui, nous, on vise 30% d'opérations réhabilitées parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous parle, mais chez nous, par exemple, la part des opérations réhabilitées, c'est plutôt 10%, quoi, hein, 5 à 10%. Et la réhabilitation, c'est quand même un métier en tant que tel. Le deuxième levier dont on va faire un focus, c'est le levier de la construction bois et des biosourcés. Le bois en structure dans le gros œuvre et les biosourcés souvent en isolant, en remplissage des éléments. Et puis le troisième levier chez Link City pour activer sa RSE, c'est effectivement de livrer des opérations plus sobres d'un point de vue énergétique. Donc la sobriété énergétique, c'est deux mouvements. Hein. C'est déjà, en gros, si je fais simple, mieux isoler les bâtiments pour qu'ils soient plus performants. Hein, on cite souvent les labellisations passives qui illustrent le mieux l'excellence de la faible consommation. Et puis le petit reste de consommation dans un bâtiment, au lieu de le couvrir par des sources énergétiques type gaz et autres, on va plutôt les couvrir par de l'énergie renouvelable. Panneaux photovoltaïques, géothermie, biomasse et autres. Voilà, donc à chaque fois un cap, horizon 2030, comme ça on mesure l'effort. Donc je vous disais à peu près 10% en réa. Aujourd'hui à peu près entre 20 à 30% sur le bois, nous, avant d'aller viser les 50%. Et sur la sobriété énergétique, on doit être à peu près à mi-parcours, si je puis dire. Ceci étant dit, donc ce qui est central dans notre activité de bas carbone au niveau des matériaux, c'est la construction bois. Et puis après, je le remettrai un petit peu dans le paysage des autres solutions bas carbone. Et cette démarche bois chez nous, elle s'appelle WeWood. Voilà, c'est le nom qu'on a donné à cette démarche. Elle s'appuie sur, je vous présenterai un peu rapidement, une quarantaine d'ingénieurs dans un pôle dédié pour aider à concrétiser les opérations. Et elle s'appuie aussi sur un retour d'expérience maintenant de au moins 200 opérations livrées chez Bouygues Bâtiment France. Je dirais que de 2005 à 2015, il y a eu au moins une centaine d'opérations livrées sur les premiers produits sur lesquels le bois devenait évident. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est surtout les équipements publics qui ont beaucoup commandé du bois. Les surélévations, où c'est évident d'aller chercher des matériaux légers pour surélever des bâtiments. C'est surtout ça. Et puis ensuite, de 2015 à 2023, c'est le reste. Donc c'est beaucoup de bureaux. C'est le bureau, beaucoup qui...
pourra s'en reparler. Alors, en ce moment, le bureau, c'est un peu compliqué, mais avant, il y a 2-3 ans, c'était le tertiaire qui impulsait beaucoup les produits bas carbone, donc les bâtiments en bois. Et puis toujours, en revanche, beaucoup les surélévations. Vous savez que les bailleurs, avec la loi climat, doivent isoler leurs bâtiments s'ils veulent encore les louer. Et donc, il y a beaucoup de marchés de travaux qui mêlent de la surélévation avec de la rénovation. Vous savez, ils ramènent de l'isolation par l'extérieur sur les bâtiments. Donc, le cap de la construction bois chez nous, c'est 30%. 30% chez le constructeur. Ça, on est plutôt... c'est simple, mais on est quand même fiers parce que tous les constructeurs ne se dotent pas d'objectifs bas carbone. Donc nous, on l'énonce clairement et on prend le risque d'afficher un cap. 30%, ça veut dire à peu près 100 opérations bois par an sur le scope de Bouygues Bâtiment France. Et à l'échelle de Link City, 50%, je vous disais, d'opérations bois, ça représente à peu près 25 opérations parce que Link City, c'est à peu près 50 permis de construire par an. Voilà, pour se dire plus concrètement les choses. Voilà, juste pour illustrer, c'est l'équipe, l'équipe des ingénieurs bois. Alors, il n'y a pas que des ingénieurs bois, c'est important d'ailleurs de mixer les profils. Il y a des ingénieurs béton, généralistes, bois. Il y a aussi des rapprochements avec le pôle métal, parce que nous, on fait, en fait, quand on fait du bois, on fait aussi du métal et on fait du béton. Donc en mixité. Voilà, ils sont basés à Saint-Denis, en face du Stade de France, et c'est cette petite équipe accompagne toutes les opérations de la détection d'une affaire jusqu'à la livraison pour sécuriser le volet, la dimension bois d'une opération. Et nous, ce qu'on aime bien mettre en avant, c'est qu'on a tous les métiers d'ingénierie au sein de la même cellule. Souvent, les bureaux d'études bois, souvent, c'est des ingénieurs structure pour faire du dimensionnement des ouvrages, de la descente de charge, simuler le bâtiment par rapport à ses efforts. Nous, on a aussi des acousticiens, on a de la réglementation, on a des experts incendie, des experts façades. Voilà. Et donc, c'est dans cette polyvalence et complémentarité qu'on pense qu'on est efficace. Alors, comme je dis souvent, les 3 composantes de notre action sur la construction bois, c'est de s'engager auprès de l'interprofession. Moi, j'aime bien rappeler ça dans la démarche, parce que sur les sujets du bas carbone, que ce soit le bois ou d'autres sujets, c'est des sujets qu'on essaye tous d'impulser, qui ne sont pas encore tout à fait stabilisés. Et donc, pour essayer de les stabiliser, il y a une vraie stratégie à mener. Ce n'est pas juste la volonté de faire et les caps que j'indiquais avant. Il y a tout un écosystème à construire et une démarche, je pense, à construire au sein des entreprises. Donc, ces engagements, en fait, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des interprofessions régionales qui proposent aux acteurs, donc c'est les aménageurs, les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, de se fixer un objectif de construction bois. Donc nous, on l'a fait dans ces différentes régions, là, Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France. J'insiste aussi là-dessus sur le fait que c'est pas que francilien, parce que je pense que dans le discours du bas carbone, on peut tous avoir en tête qu'en fonction de la richesse des territoires, les métropoles attirent des projets exemplaires et moins les régions. En fait, oui et non, parce que nous aussi, on fait pas mal d'opérations bas carbone en région. Ça existe aussi, même si le marché n'est pas le même. Le deuxième axe qui illustre cet exemple du bois chez nous, c'est le rapprochement auprès des industriels. Ça paraît évident, mais donc on se rapproche des scieurs et de ceux qui transforment le bois. Donc notamment Pifto, qui est l'exemple qu'on ne présente plus, qui est l'acteur du CLT en France. Le CLT, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est les panneaux de bois que vous levez souvent sur les chantiers, souvent en plancher. Et ça nous permet d'assurer une part de bois français. On a aussi à cœur de valoriser la ressource nationale. Stora Enso, c'est l'équivalent. On va dire Pifto, c'est le leader en France du CLT. Stora Enso, c'est le leader mondial du CLT en Suède-Finlande. Et puis TH, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur, ça vous intéresse, je pense, sur le bas carbone, au salon de l'immobilier bas carbone. C'est un acteur du hors-site. Donc le hors-site 3D Bois, c'est un acteur qui est un industriel qui est basé dans le Jura et qui reçoit des éléments, c'est du kitting. Il monte des modules 3D et puis ensuite, il n'y a plus qu'à préparer le terrain, lever, poser et raccorder. Et puis enfin, on agit beaucoup sur l'axe de la formation, sous des facettes différentes. À la fois, on a créé une académie du bois et de la mixité des matériaux. Donc ça, c'est plutôt pour former nos compagnons, parce que chez nous, Bouygues Bâtiment, c'est les compagnons qui coulent le béton, qui posent les ouvrages bois.
Ça, on est aussi plutôt fiers de ça, puisque du coup, on monte un étage de bâtiment tout en même temps, si je puis dire. Parce que je ne sais pas si vous voyez cette image des bâtiments où il y a un noyau béton et puis ensuite il y a le charpentier qui arrive pour faire ses étages bois. Chez nous, c'est pas comme ça. Un étage se monte bois, béton, métal, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc ça, c'est l'exemple sur les compagnons. Au niveau de la formation, donc au début, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, et puis, pour tout vous dire, au début, c'était les compagnons du devoir qu'on formait les compagnons de Bouygues. Puis plus ça va, plus il y en a. On a créé une chaire industrielle avec l'école supérieure du bois de Nantes. Et donc ça, on travaille sur la valorisation des biosourcés et de la ressource forestière française pour valoriser le bois français. Et enfin, bien sûr, avec l'ESTP, au travers de ces masters spécialisés, bas carbone et aussi des masters maîtrise d'ouvrage immobilière, on soutient, on contribue pour diffuser, partager nos retours d'expérience et échanger là-dessus. Alors, bien s'entourer, c'est aussi bien s'entourer au niveau de tout ce qui renvoie à la connaissance scientifique, parce que c'est les scientifiques qui bâtissent les normes dans la construction. Et en construction bois, c'est le FCBA. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Institut technologique et scientifique de la filière bois, qui est basé notamment à Bordeaux et à Champs-sur-Marne. Et donc, on a fait un partenariat parce que ça nous permet de partager du retour d'expérience technique, qui est assez important, parce qu'ils ont une compétence technologique et scientifique. Nous, on a une compétence terrain, on va dire, pragmatique, opérationnelle. On travaille sur de l'innovation et encore une fois sur de la valorisation des feuillus en France, parce que quand vous vous baladez en forêt, vous voyez des chênes, des châtaigniers, de l'érable et des peupliers. Mais en construction bois, on n'utilise jamais ces essences, on n'utilise que du pin, de l'épicéa et du sapin. Donc, on travaille sur l'innovation de la valorisation de ces fameux feuillus. Hein. Pensez peut-être à la charpente de Notre-Dame qui se fait en feuillu, mais à part la charpente de Notre-Dame, tous les autres bâtiments ne se font pas avec du feuillu. Et puis sur du rayonnement mutuel, donc là bientôt, je ne sais pas si vous savez, mais dans quelques semaines, il y a le congrès mondial de la construction bois à Bordeaux qui s'appelle Woodrise. Et donc on agit ensemble sur ce genre d'événement. Alors ça, moi j'aime bien aussi démystifier un petit peu comment on travaille avec les industriels. Donc là, vous avez une carte de France. Plus les pastilles bleues sont grosses, plus il y a d'acteurs sur le volet de la construction bois. Et donc, je vous l'illustre sur tous nos partenariats industriels. Où est-ce qu'on achète la matière? Comment, du coup, on est efficace et compétitif sur nos chantiers? Donc, en construction bois, vous savez, on parle d'ossature bois pour la construction traditionnelle. Donc on travaille notamment avec ces acteurs-là, Charme Ossature dans le Grand Est, Ciboire, Bosphère, JPEN, qu'on ne présente plus trop. Par exemple, JPEN, c'est avec eux qu'on fait le village des athlètes pour les Jeux Olympiques. Pifto et Sorenzo, on vient d'en parler, donc je passe vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la même dynamique. Parfois, on est juste en partenariat avec des fournisseurs, donc on se tient au courant de nos chantiers. Voilà, donc on se voit toutes les semaines ou tous les mois. Et puis sinon, il y a des accords cadres. Hein. Donc là, on a des contrats avec des prix et des délais fermes pour assurer la bonne compétitivité du produit. Sur le lamellé-collé avec Cosilva et Weissrock, vous voyez les structures en lamellé-collé. Les charpentes, souvent, Matisse est souvent cité, hein, c'est un petit peu l'acteur très connu dans ce champ-là. Et puis en plus, c'est avec lui qu'on fait, je ne sais pas si vous avez vu le centre aquatique et son franchissement, là, toujours pour les Jeux Olympiques, avec je crois que c'est la plus grande charpente en lamellé-collé d'Europe, puisqu'elle fait 100 mètres. Voilà. Je vous invite à regarder ça si vous n'avez pas vu. Et je crois que j'ai peut-être des images après. Je vous parlais de TH basé dans le Jura, j'en dis pas plus. Et puis Manu Bois, c'est un acteur intéressant à connaître parce qu'il n'est pas représentatif de la filière. Lui, il fait du feuillu. Lui, il faisait avant, quand vous allez à Leroy Merlin, vous achetez un plan de travail en hêtre pour votre cuisine, par exemple. Lui, il faisait ça, et puis maintenant, il s'est mis à faire du bois de construction. Donc, on a livré un bâtiment à Rouen où les poteaux de bois tiennent des dalles en béton. Pour une fois, c'est le bois qui tient le béton. Voilà, on a aussi un objectif sur cette première partie introductive de valorisation du bois national, je vous l'ai dit. 30% de bois national, c'est un minimum. Des fois, on est bien au-delà, et on vise 50% à horizon 2025. Donc, bien sûr, l'accord cadre y contribue. Pour faire du bas carbone, on travaille aussi de fait et faire du bois. On travaille avec les architectes, bien sûr, parce que les architectes ont une position centrale dans les opérations pour réussir le bas carbone. Et donc là, vous avez un exemple de travail qu'on fait avec un architecte qui s'appelle l'agence GBL,
on travaille à faire des concept building. Donc en fait, on se dit c'est quoi les meilleures idées pour construire un bâtiment compétitif bas carbone. Donc ça passe par les trames structurelles, ça passe par les complexes d'ouvrage, par les choix des produits, tout ça. Et donc une fois qu'on a fait le concept building, on le teste pour de vrai dans la vraie vie. Et donc là, vous avez un exemple de beau bâtiment en bois qu'on est en train de livrer à Nancy, voilà, pour aussi montrer les dynamiques régionales avec cette agence GBL. Voilà, donc pour illustrer la croissance chez nous du virage, souvent on nous dit mais c'est quoi la dynamique bas carbone chez vous et donc la dynamique bois aussi chez vous. Je l'illustre souvent comme ça en disant qu'en 2020 on faisait 19 chantiers bois avec une belle surélévation que vous connaissez peut-être sur la place de la Nation à Paris au-dessus d'un casino. On fait, je vous le disais, le village des athlètes dans la démarche JO et ça c'est pour illustrer ce qu'on faisait en 2021. On faisait 34 chantiers bois. Et puis en 2022, on livrait, on commençait ou on était en plein chantier, on vient de le livrer, une tour de 15 étages en bois, et donc on faisait 43 chantiers bois. Donc c'est juste pour vous dire qu'en 3 ans, oui, le virage du bois chez un acteur comme Bouygues Bâtiment France, et donc chez Link City France, il est assez puissant, puisqu'on voit qu'en 3 ans, ça fait déjà 100 chantiers qui sont dans les tuyaux. Voilà, juste sur cette première séquence, ce que je voulais vous partager. Une fois qu'on s'est dit ça, moi j'aime bien un petit peu démystifier le rapport entre les solutions, donc dans les matériaux, dans l'énergie, et puis la réglementation et les ordres de grandeur. Sinon, tant qu'on n'est pas le nez dans les opérations, on a un petit peu du mal à comprendre ça. Donc, vous savez que déjà, juste pour replanter le décor, si je puis dire, dans les solutions matériaux du bas carbone, donc si vous avez suivi l'actualité un peu précisément donc de la RE 2020, de la réglementation environnementale 2020, maintenant on parle d'un indicateur qui s'appelle l'IC Construction et c'est là-dedans qu'on compte le poids carbone des matériaux. Donc un des premiers leviers, c'est le réemploi. Vous savez qu'on cite souvent l'exemple des faux planchers dans les bureaux. Au lieu d'acheter un faux plancher neuf, on achète un faux plancher qui vient d'un bureau qui a été déconstruit. Donc il est recyclé. Et souvent on cite l'acteur Mobius. Voilà. Donc nous, si ça vous intéresse, cette démarche du réemploi, on essaye d'y travailler beaucoup avec une démarche qui s'appelle Cineo. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez jeter un coup d'œil, cineo-réemploi.fr. C'est notre démarche Bouygues Bâtiment réemploi. Et ça, si vous ne l'avez pas en tête, le réemploi, c'est valorisé pour 0 dans la comptabilité carbone d'un bâtiment. C'est-à-dire que peu importe le produit que vous choisissez en réemploi et peu importe la surface et le volume que vous mettez, ça ne comptera que pour 0 dans votre comptabilité d'émissions carbone. Donc c'est tout à fait intéressant parce qu'on est d'accord que tous les produits neufs, ils ne comptent jamais pour 0. C'est une façon de valoriser le réemploi. Ensuite, bien sûr, on agit sur le béton bas carbone. Vous savez, le béton bas carbone, on va réduire la part de clinker dans les ciments pour que le béton soit moins émissif. Donc on travaille de fait aussi là-dessus. Là d'ailleurs, en ce moment, il va commencer à faire un peu trop froid pour faire du béton bas carbone parce qu'il y a des contraintes de séchage sur ce genre de produits. On va travailler sur les biosourcés, nous beaucoup avec la paille, si ça vous parle. On met de la paille dans des murs en bois par exemple pour qu'ils soient très, très bien isolés. On met du béton de chanvre dans des murs en bois. Il y a aussi, vous avez vu sûrement avec des démarches comme Cycleterre, des géosourcés, de la brique de terre compressée. C'est juste que la terre elle est plus cuite, elle est dite crue, mais elle est quand même stabilisée avec de la chaux. Ou des plaques qui remplacent le placo. Maintenant, il y a des plaques de terre qui remplacent le placo. C'est en train d'émerger. Et puis, bien sûr, le matériau bois. Alors, le matériau bois, moi, j'aime bien quand même rappeler que c'est quand même le seul matériau qui permet de tenir un bâtiment et d'offrir 2 avantages. Stocker du carbone. Tant qu'il y a du bois dans un bâtiment, il stocke du carbone. Ce que ne font pas les autres matériaux, et de réduire les émissions carbone, tout simplement parce que quand vous coupez un arbre, vous dépensez moins d'énergie que quand vous faites monter un four à 1500 degrés pour transformer un matériau. Voilà, et donc pour démystifier un petit peu cette nouvelle activité et du coup nouvelle compétence et nouveaux métiers de la comptabilité carbone, moi je vous partage des ordres de grandeur pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc à gauche, vous avez une illustration des seuils de la RE 2020 pour le produit immobilier résidentiel. Vous savez que la RE 2020 elle fonctionne par produit immobilier. Et donc les valeurs ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les valeurs du bureau pour l'activité immobilière tertiaire
est toujours bien plus exigeante que pour le logement. Donc là, vous avez les valeurs, et puis vous voyez donc la philosophie de l'Aéro 2020 qu'on connaît bien. Tous les 3 ans, on est de plus en plus exigeant. Donc si on l'illustre, on se dit et on compare avec ce qui se passe aujourd'hui, là, les permis de construire qui sont déposés dès cette année, on a un effort à faire de moins 12% dès 2025. Ça, c'est purement réglementaire, sinon on ne peut pas déposer le permis de construire. De moins 22% pour le seuil 2028 et de moins 34% pour le seuil 2031. Et ça, donc moi, j'aime bien le mettre en rapport avec les ordres de gain carbone des grandes solutions bas carbone sur les opérations qu'on essaye de faire en comparaison avec le conventionnel. Donc le conventionnel, mais c'est pas propre à nous, c'est toute la France et c'est quasiment tout le monde. C'est le béton. C'est quand même le polystyrène, le béton pour le gros œuvre, le polystyrène pour l'isolation et le plastique pour les menuiseries ou les descentes d'eau pluviale, si on se dit un peu clairement les choses. Donc si on ne fait pas en conventionnel, on essaye de choisir d'autres produits. Les biosourcés, on sait que nous, par retour d'expérience, c'est à peu près moins 4% de gain sur cette IC construction dont je vous parlais. Le béton bas carbone, c'est un peu au-dessus. Le réemploi, c'est au-dessus grâce à ce qu'on se disait tout à l'heure. Et enfin, le bois. Donc 2 messages là-dessus. Le premier message, c'est que vous voyez que le bois est le plus impactant dans les solutions des matériaux, sans grande surprise. Après, il est aussi pas complètement neutre sur, encore malheureusement, l'équation de l'économie de projet. Donc c'est bien la bonne recette bas carbone à trouver. Nous, on travaille beaucoup avec notre cabinet de conseil bas carbone chez nous qui s'appelle Elan. Ça vous intéresse. Et puis le deuxième message, c'est que quand on voit les valeurs et qu'on compare ensemble 100 kg ou 40 kg à des objectifs réglementaires de moins 160 et de moins 250, on se rend bien compte que ça ne va pas être si simple que ça quand même, moyennant l'évolution des valeurs environnementales. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Pareil, pour démystifier le carbone dans les opérations et l'impact du carbone dans les opérations, moi j'aime bien présenter simplement les choses en disant qu'on a un impact fort, positif, on va dire, qui réduit fortement les émissions carbone avec des ouvrages bois pleins. Donc ça semble peut-être contre-intuitif, parce que vous êtes d'accord avec moi que dans un bâtiment, plus vous mettez d'un matériau, a priori, moins c'est bon en carbone. Plus vous mettez de béton dans un bâtiment, plus vous mettez de métal dans un bâtiment, plus vous mettez de plastique dans un bâtiment, et moins c'est bon en émissions de carbone. Le bois, c'est l'inverse en fait, puisque le bois, plus il y a de matière et plus ça stocke du carbone. Donc ça vient un petit peu biaiser la lecture, l'analyse des choses. Donc ça concerne les produits dont je parlais tout à l'heure, là, de CLT, parce que c'est des produits pleins. Le deuxième, c'est des planchers qui sont creux. De fait, comme ils sont creux, il y a moins de stockage carbone dans le produit. Et les façades, parce que vous êtes d'accord avec moi, quand on construit un bâtiment, on fait toujours moins de façades que de planchers. Assez simplement, et qu'en plus, c'est un ouvrage qui est creux aussi. Donc ça a l'air simple de le dire, mais je vous assure que quand on pilote les opérations et qu'on essaye, par exemple, admettons qu'il y a une consultation aménageur qui est diffusée, et puis on répond à la consultation par rapport à des labels RE 2025 ou par rapport à des cibles en label bâtiment biosourcé, parce qu'aujourd'hui, les aménageurs et collectivités, les propriétaires des terrains utilisent les labels pour fixer leurs exigences. Et en fin de compte, ça revient à ça. Ça revient à nous, on fait tourner une petite capacité architecturale sur la fiche de l'eau de l'aménageur qu'on a, et on regarde qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui dépasse, qu'est-ce qui va plus loin, qu'est-ce qui n'est pas suffisant pour essayer de répondre à la demande qui est posée. Deuxième petit message simple illustré toujours sur ce sujet du bois, mais qui concerne en fait tous les sujets, c'est qu'avec le bas carbone qui devient réglementaire, puisque avant c'était pas réglementaire, vous savez, c'était incitatif via la démarche plus c'est moins, si ça vous parle, qui était déjà faite par les acteurs depuis au moins 5 ans, avant la RE 2020. Et bien le deuxième message, c'est d'essayer, peu importe la position qu'on a dans une équipe pour une opération immobilière, c'est de trouver les bonnes cohérences bas carbone. Donc je vous donne des exemples. L'exemple de la bonne et mauvaise cohérence bas carbone, entre guillemets, dans la construction bois. Donc là, vous avez l'exemple des planchers. Vous voyez des planchers, donc à gauche, vous avez le plancher traditionnel, et puis à droite, vous avez le plancher CLT. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez en tête, parce que ce n'est pas tout à fait naturel de se dire qu'on va mettre du béton sur du bois. Mais quand on fait un plancher en bois, on rajoute une chape. On rajoute une chape en ciment. On rajoute ça pour l'acoustique, pour affaiblir les nuisances acoustiques qu'il y a en dessous. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'une fois qu'on met du ciment sur du bois,
eh ben, ça réduit le gain carbone de votre solution bois. Donc nous, on travaille notamment sur ce qu'on appelle des chapes sèches, si ça vous parle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 6 cm de chape en ciment, on va mettre un petit panneau de bois qu'on appelle un panneau d'OSB. Là, on n'en a pas en apparent, des panneaux d'OSB, mais souvent, on les laisse de plus en plus apparents, c'est un peu à la mode. Et puis l'exemple sur les façades, ça c'était l'exemple sur les planchers, mais l'exemple sur les façades, on fait une façade bois, et puis ensuite, par exemple, l'architecte vous propose à l'équipe de finir la façade par un bardage métallique. Ça arrive, mais on est d'accord que c'est pas très cohérent, en tout cas sur le plan du carbone, puisque vous avez fait un effort bas carbone sur la façade, sur l'élément structurel, et puis ensuite vous avez fait un mouvement contradictoire sur la finition. Donc c'est pareil, c'est des messages simples, mais quand on est en équipe opérationnelle, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, je vous illustre par un exemple, où bien sûr que le bardage bois sur une façade bois, c'est l'excellence carbone. Alors, sur cet exemple-là, en tout cas, je ne dis pas qu'il faut être plus réaliste que le roi et essayer d'être tout le temps cohérent bas carbone partout, parce que de toute façon, sinon on n'y arrive pas, mais quand même, d'être un peu vigilant à ça, c'est, je pense, intéressant. Alors, pour du coup adresser plus centralement, ça c'était pour vous partager un petit peu l'histoire, on va dire, de nos axes RSE, l'illustrer par l'exemple du levier bois, un peu pour adresser quand même notre question. Et je vous disais en introduction que j'allais vous soumettre la réflexion. Aujourd'hui, le bas carbone, de mon point de vue, l'enjeu qu'il induit, effectivement, c'est de passer d'une ère où pour le moment, peut-être, en tout cas c'est une question, il y a des compétences dans les entreprises qui sont dans un pôle. Vous savez, vous avez une direction RSE, puis vous avez des experts de la RSE sur la biodiversité, sur le bois éventuellement, sur la mobilité douce, sur tout un tas d'enjeux comme ça. Donc, et puis je pense que vous voyez cette direction RSE dans les entreprises, comme dans la nôtre. Mais je pense que l'idée, c'est que cette compétence RSE et bas carbone ne soit pas réduite à cette direction RSE, mais que ça puisse infiltrer toutes les équipes, on est d'accord. Donc aujourd'hui, c'est la question, c'est est-ce que c'est pas un peu réduit? Donc il y a la RSE puis il y a les experts, quoi. Donc le bas carbone, c'est le sujet de la RSE des experts, voilà. Et puis ils doivent aider tout le monde à faire du bas carbone, mais en transverse. Mais est-ce que ça fonctionne? En tout cas, c'est une question qu'on peut poser. Et donc l'idée, c'est comment on se fait sortir la RSE et le bas carbone de cette boîte, si je puis dire, et que ça infuse tout le monde. Donc une direction générale, le management intermédiaire, et puis les équipes, quoi. Donc je pense que si on est avec Catherine aujourd'hui sur la création d'un master spécialisé bas carbone, et aussi sur l'accompagnement des profils ingénieurs généralistes pour la voie générale, si je puis dire, au-delà des masters spécialisés, c'est bien ça. C'est bien que le bas carbone devienne un réflexe pour tout le monde. Donc je donne un exemple chez nous, par exemple. Vous savez, les promoteurs, ils sont souvent organisés par 3 grandes étapes, ou 2. Le développement, les collègues qui vont chercher les affaires, le programme, les collègues qui montrent les affaires et qui les sécurisent et qui déposent les permis de construire et garantissent le volet administratif, réglementaire du projet, et puis l'exécution, donc les collègues, on va dire la direction technique pour faire simple, qui pilotent avec nos compagnons sur les chantiers, les opérations. L'idée, c'est bien que ça se refaufile dans tous ces métiers, quoi. Le développeur, il va chercher des terrains, il répond à des consultations. S'il ne comprend pas ce qu'est le bas carbone dans toutes ses dimensions, comment il fait pour être pertinent dans sa réponse à la consultation de l'aménageur? Donc faut bien que ça se réinfiltre pour lui, développeur, développeuse. Le monteur, celui qui est en programme, celui qui dépose un permis de construire, c'est pareil, il est exposé à toutes les réglementations. Et s'il ne connaît pas les traductions réglementaires, on parlait de la RE 2020, de la comptabilité carbone, du respect des seuils, comment il fait pour dérisquer son dépôt de permis de construire? Vous êtes d'accord avec moi qu'un permis de construire qui est déposé avec des risques, c'est a priori pas une bonne idée. Il vaut mieux purger les risques quand on dépose un permis de construire. Et puis sur l'exécution, les collègues qui pilotent les travaux, au moment de l'OS travaux, là, il y a un vrai enjeu, parce que vous êtes d'accord avec moi que les entreprises de construction, alors c'est plus simple chez nous, parce que nous, c'est notre entreprise de construction. Mais quand vous êtes maître d'ouvrage, faites travailler les entreprises de construction, pas forcément la vôtre, il faut qu'elles soient vigilantes, parce que vous êtes d'accord avec moi que sur les chantiers, des fois, il y a ce qu'on appelle des variantes. Et donc, au lieu de mettre le produit qui était visé, ils mettent un autre produit.
Bah, vous êtes d'accord avec moi que cet autre produit, il n'a pas le même poids carbone que le premier produit qui était prévu. Donc pour les collègues de l'exécution aussi d'être compétents bas carbone ou éclairés bas carbone, ça les aide à avoir cette vigilance-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se raconte au règlement de consultation de l'aménageur qu'on vise le RE 2028. Ensuite, on se raconte au dépôt de permis de construire qu'on est RE 2028. Et puis ensuite, on fait le chantier et personne ne vérifie les données environnementales des produits qui sont mis pour de vrai dans la vraie vie sur le chantier. Et ben, vous êtes d'accord avec moi donc, on ne réalise pas une opération à 100% bas carbone. Donc, ça a l'air simple à dire, mais c'est tout ça, je pense, qui, grâce à des masters spécialisés comme celui-ci, bas carbone, d'initiatives comme ça, on donne un réflexe à tous ces métiers. Donc je ne sais pas si alors si, forcément, on crée des nouveaux métiers, parce que si on prend un tout petit peu de recul ensemble, vous savez, les premières procédures environnementales dans le monde de l'urbanisme et de l'architecture, grosso modo, c'était en 2010, quoi. En 2010, tout le monde vous parlait on disait un gros mot, c'est l'étude d'impact. Il fallait faire une étude d'impact. Et donc ça, les études d'impact, en gros, chez les aménageurs, par exemple, ils n'avaient pas de compétences environnementales pour piloter l'étude d'impact. D'accord, ils n'avaient pas d'écologue, par exemple. Donc, ils faisaient appel à des bureaux d'études environnement. Et donc, ces bureaux d'études environnement, bien sûr qu'ils ont embauché des gens pour piloter et répondre à une étude d'impact. Donc, on va dire qu'avant, si on fait simple, l'environnement, c'était externalisé. On prenait des BE et puis on faisait des études d'impact. Après, il y a eu les accords de Paris et puis les créations des RSE un peu partout et puis les mouvements des fresques pour le climat. Et donc là, on a internalisé. Donc par exemple, chez Link City, on fait une direction RSE, environnement, bas carbone. Et puis donc là, on crée de l'embauche chez une entreprise, chez un maître d'ouvrage immobilier, de fait bas carbone. Et puis demain, je pense que nous, alors chez nous, de fait, c'est aussi pour ça qu'on est ensemble, Catherine, mais il y a un tropisme d'embauche ESTP. Et donc oui, bien sûr que nos ingénieurs ESTP chez Link City, notamment, et puis les autres profils d'école de commerce, juristes, architectes et autres, d'avoir le réflexe bas carbone à chaque étape, ça semble inévitable. Donc pour essayer de l'illustrer, je vous présente un petit peu ça en quelques grands blocs. Vous êtes d'accord avec moi, quand on fait une opération immobilière, souvent ça commence par quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain, qu'on appelle souvent une collectivité ou un aménageur. Et dans les aménageurs, il y a plein de types d'aménageurs. Et donc je pense que l'enjeu pour ces gens donc les territoires qui ont des terrains, qui ont des fonciers, pour eux, en fait, ça a l'air simple à dire, mais ils se doivent de définir et de structurer une vision bas carbone. Alors, donc, je citais la fresque du climat, qui est une sorte de sensibilisation, déjà, un premier niveau de sensibilisation pour faire ça, mais avoir une vision bas carbone, ça veut dire qu'ils ont compris déjà le lien entre la stratégie nationale bas carbone de la France, la RE 2020 et leur patrimoine sur leur territoire. Et les fonciers, les gisements de fonciers, leur patrimoine actif, l'exploitation sur leur patrimoine et autres. Donc ça veut dire que ça veut dire que là, typiquement, si ça vous intéresse, il y a des métiers dans la formation. En fait, il y a un besoin, mais écrasant, de former les gens. C'était tout le message avec les fresques du climat. Mais les fresques du climat, c'est très bien, mais en fait, on est d'accord que ça va pas assez loin. C'est une initiation. Donc moi, je vous cite un exemple d'acteur qui est une association qui s'appelle Novi Bas Carbone, par exemple, qui propose un jeu qui s'appelle Inventons Novi Bas Carbone, qui est très intéressante, où vous partez de votre empreinte carbone. Donc je ne sais pas si vous avez utilisé, il y a plusieurs outils, mais celui qui est assez pratique, c'est l'outil de l'ADEME. Vous tapez ADEME, bas carbone, agir, je crois, et puis vous tombez sur une... Donc vous pouvez simuler votre empreinte. Moi je vous dis, je suis à 7 tonnes. 7 tonnes. Voilà. En général, on dit qu'une Française et un Français, ça pèse pour 10 tonnes équivalent carbone par an. Et donc, Inventons Novi Bas Carbone, pour illustrer cet exemple-là, vous partez des 10 tonnes et puis vous devez arriver à 2 tonnes. Quoi. Et puis donc, on vous aide à voir sur quoi vous agissez sur quoi. Vous prenez moins l'avion, vous mangez moins de bœuf, si je caricature, vous prenez plus le vélo, vous achetez un vélo, vous rendez votre voiture. Bon, c'est un petit peu tous ces exemples-là. Bon, j'ai fait des petites digressions, mais construire une vision bas carbone pour un aménageur, donc c'est pas que la fresque du climat, c'est pas que non plus Inventons Novi Bas Carbone, c'est construire une courbe bas carbone sur son territoire par rapport à ses spécificités de territoire.
Donc ça veut dire qu'il faut faire carrément une étude, quoi. Faire une étude stratégie bas carbone sur le territoire. Bah, là, on est d'accord que tous les aménageurs et toutes les collectivités ne l'ont pas fait. Donc il y a un enjeu et donc ça renvoie, je pense, à un appui sur de la formation. L'écueil, je pense, si on se donne un peu des écueils ou des pièges, si je puis dire, pour des types de métiers, pour les aménageurs, pour en plus bien connaître ce métier, c'est de faire du bas carbone exemplaire, tout le temps le projet exceptionnel. C'est la tentation pour ces acteurs-là. Mais le problème, c'est que souvent, quand on fait des projets exceptionnels, vous êtes d'accord avec moi que le modèle économique, il n'est pas forcément au rendez-vous, quoi. Donc l'écueil pour ces acteurs-là, notamment, je pense, c'est d'accompagner le mouvement du bas carbone en essayant de trouver le modèle économique reproductible bas carbone. Donc pas le bas carbone exceptionnel, le bas carbone courant. Pareil, ça a l'air simple de le dire, mais je vous assure que ensemble, sur les opérations, c'est pas toujours le cas. Pour le maître d'ouvrage, donc pour la maîtrise d'ouvrage immobilière, quel est son enjeu? Je viens de faire un teasing, c'est de trouver le modèle économique. Hein. Aujourd'hui, le bas carbone, quand même, dans une certaine mesure, résiste aux acteurs, puisque les solutions décarbonées, moi je vous ai beaucoup parlé de bois, mais on peut parler donc des fameuses pompes à chaleur qui remplacent les chaudières à gaz, des chaudières biomasse, des panneaux photovoltaïques, de l'éolien, enfin j'en passe et des meilleurs. Toutes ces solutions décarbonées, elles ne sont pas encore aussi compétitives que les autres solutions carbonées aujourd'hui. Donc comment trouver le modèle économique? Nous par exemple, on travaille avec Link City avec des acteurs qui s'appellent Wust Partner. C'est un acteur qui nous aide à qualifier la valeur bas carbone des actifs. Hein, donc ça veut dire que pour l'usager, l'exploitant, l'investisseur, on convertit des données bas carbone, genre un mur en bois, si je simplifie, en valeur, pas que environnementale, mais en valeur économique, financière. Donc, est-ce que mon actif bas carbone, il réduit mes frais de maintenance, d'exploitation? Est-ce que mon actif bas carbone, parce que j'ai une magnifique cloison en bois apparente, fait que ça appelle un petit peu plus des usagers que des usagers qui n'ont pas envie d'être dans un bureau années 80 dans une ambiance pas très agréable. Et donc, est-ce que ça remplit mieux mes coques commerciales et autres? Donc, l'enjeu, c'est ça. Et ça, je pense que du coup, chez les maîtrises d'ouvrage, le sujet du bas carbone, je vous parlais de la RSE. Chez la RSE, c'est souvent des métiers de conseil stratégique et opérationnel. Donc oui, ça crée du métier de conseil stratégique et opérationnel chez les acteurs. Ça crée un autre type de métier qui va vous parler forcément. C'est plutôt un métier d'ingénierie qui renvoie à la comptabilité carbone, le calcul carbone, hein, d'aller chercher les valeurs environnementales et de calculer un poids carbone sur une opération immobilière. Et puis si on se donne quand même le troisième acteur central, il n'y a pas que ces acteurs-là, il y en a plein d'autres, mais pour simplifier un peu le discours, les architectes. Et bien eux, les architectes, vous êtes d'accord avec moi qu'ils détiennent, ils sont propriétaires, si je puis dire, de cet art de concevoir. Pour faire simple, le bas carbone n'a pas encore infiltré les architectes, quoi, les agences d'architecture. Pourquoi? Parce que l'architecture jusqu'à présent, mais comme tous les autres métiers donc, qui sont bouleversés, si je puis dire, re-questionnés par le bas carbone, ils réfléchissent, et ils ont raison de réfléchir à ça, en qualité d'espace, en qualité de lumière, en qualité d'habitabilité, en fonctionnalité. Voilà, tout l'art de l'architecte, c'est de rendre la construction la plus habitable, la plus agréable, qu'elle s'insère le mieux dans son environnement. Enfin, tout l'art de l'architecte n'est déjà pas évident. Il faut qu'il se rajoute en plus quelque chose qui s'inscrit dans une démarche bas carbone. Et ça veut dire que quand l'architecte choisit un produit, je caricature, je simplifie, il choisit un produit qui sert peut-être la fonctionnalité ou l'habitabilité ou l'esthétique ou que sais-je du bâtiment, mais peut-être que ce produit n'est pas bas carbone. Donc le risque et l'écueil pour cette troisième catégorie d'acteurs, si je puis dire, en tout cas de mon modeste point de vue, c'est d'opposer une démarche de conception au bas carbone, sous prétexte que, comme tous les acteurs, hein, de toute façon, il a toujours fait comme ça, et pourquoi il ferait autrement, puisque ça marchait bien comme ça. Et donc ça, je pense que ça renvoie notamment à un questionnement, interrogation du milieu académique dans ses formations. D'où la question de refondre les formations dans les écoles. Moi, il se trouve que je connais bien aussi les écoles d'architecture.
Et je ne suis pas persuadé que les réflexes bas carbone soient tout à fait intégrés aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le sujet des écoles, mais ça devrait. Les écoles d'archi. D'archi, je pas. Mais ça devrait être de plus en plus. Peut-être, parce que j'espère quand même qu'elles vont s'y mettre. Mais, et voilà, c'est la question, c'est plutôt une question. Pour finir, parce que, on se dit, ou je sais pas, comme vous voulez, mais je vois le temps qui défile, et puis après, Catherine, tu as aussi des éléments. Mais pour finir un peu sur cet aspect-là, si je simplifie, donc là, c'était déjà mon modeste point de vue sur comment ça bouleverse un petit peu et que ça change les enjeux sur les principaux métiers, mais il n'y a pas que cela. Si on se donne un exemple plus opérationnel, le maître d'ouvrage, lui, pour moi, il a la lourde charge de piloter la cohérence bas carbone. Et je vous assure donc que ce n'est pas facile, puisque vous avez affaire à un constructeur qui a sa culture, à un bureau d'études qui a sa culture, à un architecte qui a sa culture. Et tout ça, c'est ce qui compose votre équipe opérationnelle pour faire émerger un bâtiment. Donc il faut réussir cette cohérence carbone à l'échelle de tous les ouvrages. Vous devez la contenir au niveau des matériaux, mais vous devez la contenir sur l'énergie, dans un cadre réglementaire qu'est la RE 2020. Dans une équation économique avec des dévolutions particulières sur les travaux, vous savez, que vous soyez en entreprise générale, encore d'état séparé, en macrolo, l'intermédiaire, mais aussi sur est-ce que vous êtes en loi MOP ou est-ce que vous êtes en conceptualisation, bref, dans tous les modes de pilotage d'opération. Je vous l'ai dit, donc j'y reviens pas, mais pour le constructeur, je pense qu'un des points, notamment quand il répond juste à un dossier de consultation des entreprises, c'est quand même d'être le garant de la bonne valeur environnementale pour le bon produit. Ça paraît simple, mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit à 100% le cas. L'architecte, lui, il doit, je pense, accepter cet équilibre bas carbone. Il doit accepter quand même que son activité pure de conception, qui avant n'intégrait pas du tout cette dimension carbone, qui se fasse un peu traverser, si je puis dire, par cette dimension carbone. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à l'écoute de ce que dit BBCA, il est à l'écoute de ce que dit le Hub des prescripteurs bas carbone, par exemple, pour citer que ces gens-là, qui partagent du retour d'expérience technique sur la comptabilité bas carbone. Et ça veut dire qu'au lieu d'avoir un catalogue d'échantillons classique, dans son catalogue d'échantillons classique, il a un critère bas carbone. Il sait qu'est-ce qui pèse beaucoup, et qu'est-ce qui pèse moins, qu'est-ce qui est intermédiaire. Et les fameux bureaux d'études, donc il y a aussi un champ de métier. Fameux bureau d'études. Donc nous, par exemple, chez nous, le bureau d'études, c'est Elan. Mais si on prend des exemples à l'extérieur, vous avez des très bons bureaux d'études carbone, comme moi, j'aime bien citer souvent Pouget, qui est un excellent bureau d'études, ou des gens comme Elliott, par exemple. C'est juste pour vous illustrer le propos. Et donc, je pense que le boulot de ces bureaux d'études, notamment, ce qu'ils font déjà, eux, c'est quand même de déjargonifier, je ne sais pas comment le dire, enfin, moins de jargon sur tout ça, de décomplexifier, de simplifier, d'éclairer une maîtrise d'ouvrage, et avant la maîtrise d'ouvrage des aménageurs et des collectivités à c'est quoi le bas carbone, et que ce ne soit pas du jargon, justement, que ce ne soit pas du discours d'experts, sinon tout le monde est perdu. De toute façon, si on prend un peu de recul, on voit bien que ça fait plus de 30 ans que c'est que les scientifiques du GIEC qui essayent de réveiller la planète, grosso modo, et ça ne fonctionne pas. Donc il faut pas, si on se fait une autocritique, ça ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas que ce soit qu'un discours d'experts, de scientifiques, il faut que ça infuse auprès de tout le monde. Et c'est aussi le rôle, je pense, de ces bureaux d'études bas carbone, de faire beaucoup de pédagogie sur ces sujets qui sont vus par l'extérieur comme trop techniques, trop jargonneux, trop de data, trop reporting, trop je sais pas trop quoi. Voilà, donc du coup, je prends juste une minute ou deux, Catherine, pour faire défiler, c'est juste ça pour vous faire. Non, mais c'était important, je crois, de bien montrer toute l'évolution à la fois des métiers. Et c'est là-dessus, justement, que... En tout cas, au moins en les ouverture, nouvelles pour voir formations. si vous avez des questions. Mais voilà, c'est juste pour illustrer le bas carbone, via de fait, vous l'avez compris, puisque moi je suis l'expert bois de Link City, le bois. Une belle surélévation à Nation. Si vous ne la connaissez pas, allez-y. Il y a un casino là, qui était là, et puis nous, on a fait 5 étages bois. Là, vous pouvez aller boire un verre, et vous aurez donc cette belle vue. Sur Paris. Voilà un exemple de bâtiment très bas carbone, puisque c'est un bâtiment qui est en 100%, la surélévation est en 100% bois, moyennant quand même un petit noyau de contre-rendement en béton. Un autre exemple qui est un beau bâtiment de bureau aussi, pour illustrer que c'est pas que l'Île-de-France, le bas carbone, c'est aussi les régions.
à Grenoble, un beau bâtiment de bureaux qui est en zone sismique 4. Vous savez, les zones sismiques 4, c'est la zone la plus forte en France métropolitaine de contraintes sismiques, donc ça fait toujours peur aux ingénieurs structures, notamment. Il y a tous ceux qui calibrent, qui dimensionnent et surtout qui font les charnières, donc les rotules, enfin les assemblages entre les éléments d'un bâtiment. Et donc là, vous devinez bien que ce type de poutre avec cette densité de vissage, normalement dans un bâtiment normal en bois, c'est pas comme ça. Là, tout est renforcé pour rigidifier un bâtiment qui doit subir une contrainte sismique. Un beau bâtiment de bureau aussi, je vous le disais, le bureau, parce que, alors en ce moment c'est un peu particulier, le marché n'est pas très porteur, mais souvent dans le tertiaire, il y a des investisseurs qui sont quand même prêts à reconnaître un actif bas carbone via les triptyques, vous savez, des conseils d'administration qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance. Donc voilà, un des beaux exemples avec GBL. Un qu'on présente plus parce que je pense qu'on l'a beaucoup présenté. Mais voilà, ça on est fiers de dire que c'est nos compagnons Bouygues qui posent des belles charpentes croisées comme ça. Un beau bâtiment pour Dalkia, où ça illustre bien cet effet investisseur qui reconnaît un actif bas carbone. Là, l'investisseur, il dit, bah oui, c'est un actif bas carbone, donc moi, je le paye plus cher. Donc, c'est aussi ça, quand même, qui aide à construire, mais aussi des logements, parce que tout le temps, on dit toujours que le logement, c'est une équation économique tendue, mais on en fait aussi. Là, c'est pour un bailleur, d'ailleurs, qui a aussi reconnu la valeur carbone. Et puis voilà, ça, c'est pour illustrer le gros boulot des bailleurs, donc CDC, pareil qu'on ne présente plus, mais CDC qui a de très belles opérations bois et qui rénove son patrimoine, qui se prépare à la loi climat, aux étiquettes, vous savez. Donc là, vous avez un bâtiment existant et puis ensuite, nous, on vient faire 1 à 4 étages bois là-dessus. Voilà, ça se passe comme ça sur un chantier bois avant de le finir. Une belle surélévation jusqu'à 4 étages, mais c'est aussi, vous voyez quand même, mes exemples trahissent la dynamique, encore du bureau, un gros bâtiment de bureau qui est livré à Bagnolet et qui est censé contribuer à la mutation de tout ce secteur là, qui n'est pas très loin des Mercuriales. Des projets exceptionnels comme une tour de 15 étages dont on est assez fier parce que souvent les tours en bois, c'est quand même entre nous plus de béton et un petit peu de bois. Voilà. Là, en fait, c'est vraiment beaucoup de bois et très peu de béton parce qu'il n'y a que le noyau et le rez-de-chaussée qui est en béton. Sinon, tout le reste, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est des poteaux en bois qui portent des balcons en béton préfabriqués. Ouais, vous voyez que même la finition dont je disais tout à l'heure, c'est des bardages en bois. Un des plus gros chantiers d'Europe, pas mais un des plus gros chantiers d'Europe, un gros campus ANJ à la Garenne-Colombe. Voilà, ça montre aussi, ça c'est aussi illustratif quand même, du mouvement de certains acteurs comme Engie, un mastodonte, qui demande 40 000 m² de campus, et sur ces 40 000 m², il y a 7 000 m³ de bois. Enfin, c'est complètement délirant. Mais pourtant ça se fait, et on est en train de le faire pour eux. Et puis pour un peu illustrer aussi notre technicité, notre ingénierie, les bâtiments pour le village des athlètes, où là on a fait des procédures d'ATEX, si ça vous intéresse on pourra en parler. C'est très, très spécifique. Voilà. Donc ça ressemble à ça, les bâtiments de ce secteur-là. Ça c'est pareil, on ne le présente plus parce que c'est les Jeux Olympiques, mais c'est le centre aquatique avec notre partenaire Matisse et la fameuse charpente là, de 100 mètres. Je vous rassure, elle ne vient pas en un coup, elle vient en trois morceaux. Et puis ça c'est juste un peu mon coup de cœur aussi du moment. Un beau projet qu'on fait pour le Crous, à côté de Grenoble. Mais c'est plus pour en fait finir ma présentation sur des belles images, parce que j'aime bien finir sur des belles images. Voilà, donc vous avez un très beau bâtiment là qu'on fait avec les montagnes qui encerclent Grenoble. Donc ça c'est à La Tronche, avec aussi une forte contrainte sismique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais des charnières, si je puis dire, enfin des organes métalliques comme ça qui viennent faire chapeau de poteau bois. C'est quand même peu courant que ce soit aussi impressionnant, aussi épais, si je puis dire. Voilà, ça c'est juste pour montrer des belles images. Donc oui, ça se fait le bas carbone chez nous. Vous voyez, notamment au travers beaucoup du bois, mais pas que. Aussi au travers du réemploi. Le réemploi est vraiment en train, je pense, de sortir de sa niche, si je puis dire, de ne plus être une niche, mais de se massifier. Et puis voilà, mais j'en dis pas plus, Catherine, pour te laisser le mot de la conclusion et les éléments que tu voulais présenter, et puis prendre vos questions. Merci Sébastien. Alors, vous l'avez compris, forcément les entreprises, les projets évoluent dans les entreprises, et donc le STP, qui est l'école des grands projets de construction, se devait aussi d'évoluer.
Alors, on a dévoilé notre nouvelle politique de marque il y a une dizaine de jours, justement. Hein. Je crois qu'à la fois le BTP et donc l'ESTP qui forme plus de 3000 élèves pour les entreprises, pour les maîtres d'ouvrage, pour les bureaux d'études, se devait aussi d'évoluer. Et on vit une vraie transition écologique, énergétique, numérique. Et toutes nos formations prennent en compte ces nouvelles dimensions. Alors, je crois, mais il faut faire attention, sinon je tombe, je crois qu'il y avait un petit film justement qui présentait la nouvelle politique de marque de l'ESTP. Voilà, constructeur d'un nouveau monde. Voilà, quand on voit l'évolution des projets que Sébastien nous a présentés, bien évidemment, il faut que également les écoles et les formations évoluent et prennent en compte tous ces différents paradigmes maintenant qui sont et ces complexités qui sont développées dans les projets. Par exemple, l'ESTP en formation initiale, nous avons 800 élèves là, qui sont arrivés la semaine dernière et pour la première fois, ils viennent de passer une semaine complète sur une semaine bas carbone avec non seulement la fresque du climat, la fresque de la construction, des interventions de personnes de la RSE et on voit bien qu'ils ont une véritable attente sur cette nouvelle façon de construire. Alors, en formation continue, bien, comme l'a dit Sébastien également, tout doit infuser. Hein, le bas carbone doit non seulement aller chez le maître d'ouvrage, mais également dans le bureau d'études et puis dans l'entreprise. Et c'est pourquoi, par exemple, dans l'ensemble de nos masters spécialisés que nous avons, nous faisons évoluer les interventions, les plans de cours, pour que la construction bas carbone soit en fait la construction d'aujourd'hui et de demain. On ne construira plus demain comme on construit aujourd'hui, et je crois qu'il faut reprendre aussi pas mal de bon sens pour qu'on puisse construire bas carbone. Alors, comme on évolue et comme on a voulu répondre aux besoins des entreprises, on a créé un nouveau master spécialisé en partenariat avec l'école spéciale du bois que Sébastien a cité aussi tout à l'heure. Donc, vous voyez très bien le lien très fort que l'ESTP peut avoir avec ses différents partenaires industriels et puis académiques, puisque l'école du bois
forme déjà des ingénieurs sur cette spécialité. Et nous allons l'ouvrir le mois prochain avec des formations qui seront aussi bien des formations en face à face avec des professionnels, hein, puisque 70% de nos interventions sont animées par des personnes d'entreprise, de bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage. Et puis après, le reste correspond à des études de cas. Donc on a essayé de présenter à la fois la prise en compte de la stratégie bas carbone de l'entreprise jusqu'à la préparation et la conduite de chantier. Alors, je me retrouve complètement dans cette formation par rapport à ce qu'a présenté Sébastien. Oui, on va parler de réemploi, on va parler de recyclabilité, de multimatériaux. On ne consommera pas que béton, mais c'est cette complexité et ce mix de matériaux et c'est cette nouvel ordonnancement en fait aussi qui sera vu. C'est les enjeux et la RSE, c'est bas carbone et RSE, bas carbone et RE 2020. C'est le lean management, c'est l'industrialisation de la construction. Donc bien évidemment, les organisations de nos chantiers ne seront plus comme ceux que nous avons connus si nous industrialisons la construction. C'est la performance des bâtiments, c'est le monitoring, c'est l'usage que nous, usagers, faisons de ces bâtiments. Et puis, c'est la connaissance, bien évidemment, alors du bois, Sébastien en a beaucoup parlé, mais c'est de tous les matériaux aussi biosourcés qui devront intégrer ces constructions bas carbone. Enfin, je pense que vous avez cité le management de ce projet qui sera très certainement plus complexe car d'autres intervenants arriveront. Vous avez cité aussi les écologues. Alors, il se trouve que nous avons aussi un autre master qui ouvre sur les travaux de génie écologique. Donc, on voit bien que la construction prend vraiment une vraie orientation décarbonée, une orientation qui prend en compte le monde du vivant. Et donc, nos constructions doivent répondre et nos formations doivent répondre à ces nouveaux enjeux. Voilà. En parallèle de ces formations, eh bien, alors là, nous formons à la fois des jeunes diplômés et puis des professionnels en activité. Et puis, nous formons aussi en entreprise sur les rénovations énergétiques, la réhabilitation. Le master, d'ailleurs, ne sera pas simplement construction neuve, hein, est également rénovation, réhabilitation, puisque ce sera des enjeux importants également à prendre en compte si on veut construire à la fois plus durable et entretenir aussi nos bâtiments. Voilà, donc nous formons formation initiale, formation de diplômés déjà Bac+5, et puis également entreprise pour répondre vraiment à tous les besoins et tous les enjeux que Sébastien nous a cités, nous a démontrés par la complexité et de ces nouveaux projets.